bonjour à tous et bienvenue dans votre 12-13, le 12-13 en Lorraine. Dans l'actualité de ce lundi 18 février, ce mouvement de grève depuis ce matin dans plusieurs crèches du secteur de Nancy. Les crèches du réseau Relais, placées en redressement judiciaire en décembre. Certaines pourraient être tout simplement fermées. La justice doit rendre une décision aujourd'hui. Nous serons en direct avec une des coordinatrices pédagogiques, Véronique Nobelli. Le TER ne passe plus par Bitche, en cause le mauvais état des voies. Depuis un an, les trains ont été remplacés par des bus. Vous les entendrez, politiques, usagers et syndicats de cheminots demandent sa réouverture au nom du maintien du service public. C'est tout blanc dans les Vosges, toutes les pistes du massif sont ouvertes, sans exception, et donc même les toutes petites comme celle du Grand Valtin, idéal pour commencer le ski, vous allez le voir. Et puis comme chaque jour, nous attendons vos réactions sur nos réseaux sociaux, avec Hélène Cellulweb aujourd'hui de l'autre côté de l'écran. Hélène Messan, bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Et à tout à l'heure. Et bonjour à tous, mais d'abord, pour commencer ce journal, les suites de l'enquête concernant ce jeune Nancéen de 19 ans, retrouvé le 30 janvier, errant, une balle dans la tête. Il est depuis dans un coma profond. Il pourrait bien s'agir en fait d'un accident lors d'une fête qui aurait mal tourné. Jean Baudin. Alors que les investigations du SRPJ se poursuivent, il semble que l'on s'oriente vers la thèse accidentelle. Le 30 janvier dernier, vers 20h30, un jeune homme de 19 ans est retrouvé sur ce banc de la rue Marquette à Nancy. Julien baigne dans son sang une balle dans la tête. Lorsque les pompiers arrivent sur place, il n'a que le temps de leur dire ils sont deux avant de sombrer dans un coma profond. Depuis, toujours à l'hôpital, l'état du jeune homme reste critique. L'enquête de proximité conduit la police judiciaire du côté du parc de la Cure. 4 personnes sont auditionnées, des proches de la victime. Il semble que ces personnes auraient expliqué une soirée bien arrosée. Une arme de petit calibre circule entre les mains des participants et accidentellement, un coup est parti. La balle a atteint Julien en pleine tête sans le tuer, mais causant des lésions cérébrales graves. Les 4 jeunes gens entendus ont été relâchés. En attendant, la police judiciaire continue à explorer dans cette affaire toutes les pistes. Les gendarmes rendent hommage aujourd'hui à leurs collègues morts en service. C'est un hommage national dans tous les départements, avec des cérémonies dans les groupements de chaque département. Voyez là, celle organisée à Metz, en présence de Nasser Meda. Écoutez le préfet de Moselle et préfet de région. J'avais surtout une pensée de manière beaucoup plus générale pour tous les militaires. Je me disais, mais est-ce qu'il y aura un mois de février où nous n'aurons pas à honorer la mémoire de militaires morts durant l'exercice de leur métier. Voilà, je pensais à ça, je l'ai encore dit à l'instant au général, 8 militaires encore morts durant l'année 2012, c'est insupportable. Et le dernier gendarme lorrain décédé en service, c'était en juin 2012, c'était cette jeune Meusienne de 29 ans, Alicia Champlon, tuée lors d'une enquête à Colombrières dans le Var. Aussi bien ou même mieux que dans certaines séries policières, la gendarmerie de la Meuse vient d'inaugurer une toute nouvelle cellule d'investigation criminelle, un laboratoire qui dispose des toutes dernières technologies pour identifier les auteurs de crimes et délits. Christophe Baudin d'Alagékir. Dans le jargon des gendarmes, ce labo, c'est celui de l'échantillonnage, une pièce d'ordinaire inaccessible où nous avons pu filmer. C'est ici que les techniciens en investigation criminelle effectuent des prélèvements biologiques et révèlent l'invisible. Certaines traces ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc on est obligé d'avoir recours à des lampes avec des longueurs d'onde spécifiques qui vont mettre en évidence certains types d'éléments, comme des éléments pileux, des fibres, mais également des fluides biologiques. Grossissement au millième de millimètre piloté par ordinateur, appareil dédié à la révélation des empreintes. Ces équipements ont transformé d'anciens appareils en reliques. Du temps de l'argentique où on utilisait des appareils style SRT 101, maintenant on travaille tout numérique et on travaille avec de la chimie, on fait de la révélation d'empreintes avec de la chimie qu'on ne faisait pas auparavant. C'est passionnant, c'est prenant, on ne compte pas nos heures, mais à côté de ça, on a la récompense souvent de solutionner des belles affaires et c'est plaisant. En quelques années, le travail des enquêteurs s'est spécialisé. Sur le terrain, le recueil des traces génétiques est devenu très important. Crime ou cambriolage, comme ici lors du vol de crâne à l'ossuaire de Douaumont, ces techniciens sont là pour orienter les enquêtes. C'est vraiment une première orientation, ça permet d'avoir des éléments qui seront susceptibles d'exploitation. C'est donc aujourd'hui essentiel, il suffit de regarder, même sans être trop attentif à l'actualité, voir que dernièrement, il y a des enquêtes qui ont été résolues à partir de l'ADN qui a été retrouvé sur une scène de crime.
La plupart des enquêtes passent un jour ou l'autre par ces locaux techniques. Depuis le début de l'année, 7 résultats positifs ont déjà été obtenus par la cellule d'identification criminelle de la Meuse. Un conducteur de 24 ans, un jeune ancien, est mort dans la nuit de samedi à dimanche à Montigny-lès-Metz. Il a été tué lors d'une collision percutée par une autre voiture qui, d'après les premières constatations, n'aurait pas marqué un stop. Le conducteur de ce véhicule a été placé en garde à vue. Les crèches de l'association Relais vont-elles devoir fermer en cause d'importantes difficultés financières de ce réseau qui regroupe des crèches à Nancy et dans d'autres communes comme à Rosières-aux-Salines. Vous voyez ici la mobilisation des salariés justement de cette crèche de Rosières-aux-Salines. 5 ont été donc placés en redressement judiciaire, c'était en décembre dernier. La justice doit se prononcer à nouveau aujourd'hui, d'où cette mobilisation donc des salariés qui sont en grève depuis ce matin. Bonjour Véronique Nobelli. Merci d'être avec nous en direct ce midi. Vous êtes justement l'une des coordinatrices pédagogiques de ce réseau. La fermeture pure et simple de vos crèches, est-ce que c'est la décision que vous craignez aujourd'hui ? Alors, dans un sens, oui. Dans un autre, nous avons des conditions de travail et d'accueil des enfants qui posent énormément de questions. Jusqu'à, dans certains lieux, la mise en danger des enfants. Nous n'avons plus les conditions d'accueil minimum et les taux d'encadrement ne sont pas respectés dans certains lieux. Donc nous souhaitons cet après-midi, les salariés, proposer un rapport avec une analyse de la situation et des préconisations, dont la demande de la prise en compte des associations relais comme étant une unité économique et sociale à part entière. Oui, justement Véronique Nobelli, justement, puisqu'il n'y a plus d'argent dans les crèches, concrètement, vous parlez des enfants en danger, ça veut dire que vous n'avez plus rien pour fonctionner, il vous manque du matériel, il vous manque tout en ce moment ? Oui, effectivement, il nous manque des personnes pour encadrer dans certains lieux, c'est vraiment critique, du matériel. Nous avons toujours, malgré le redressement, des retards de salaire assez importants et des frais qui sont pris en compte par les salariés sur leur compte personnel, frais bancaires et obligation dans certains cas d'acheter du matériel de première nécessité. Donc c'est des conditions qui ne sont plus possibles. Pour revenir sur le fond, comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette situation ? Est-ce que vous savez s'il y a eu des problèmes de gestion dans votre association Relais ? Alors, nous pensons que la justice devrait faire effectivement des démarches pour creuser et faire une enquête pour savoir dans quelle mesure il y a possibilité de savoir ce qui s'est passé. Nous savons que la Chambre régionale des comptes, il y a quelque temps, a déposé un dossier assez important faisant apparaître un certain nombre d'anomalies. Ça veut dire que, Véronique Nobelli, ça veut dire que vous soupçonnez des malversations financières ? Alors au niveau des salariés, nous n'avons pas les éléments pour pouvoir donner ce type d'informations. Par contre, nous souhaitions que la justice, s'agissant de fonds publics, fasse toute la lumière sur effectivement l'utilisation de ces fonds publics. Merci beaucoup Véronique Nobelli. Donc la justice qui doit rendre aujourd'hui une décision sur l'avenir de votre réseau de crèches, le réseau Relais qui regroupe 6 crèches sur Nancy et d'autres communes aux alentours. Nous avons justement demandé à nos internautes s'ils pensent que l'accueil de la petite enfance est suffisant dans notre région. Vous allez lire tout de suite la réponse de notre sondage. Réponse nette et massive, c'est non à plus de 80%, 83% précisément. Hélène, ce problème des crèches fait donc réagir nos internautes depuis ce matin ? Oui, pas mal de réactions sur nos réseaux sociaux. Mathieu, beaucoup de parents qui effectivement sont désemparés lorsqu'il s'agit de trouver une place en crèche pour leur progéniture. Nordi nous dit qu'à Nancy, c'est un parcours du combattant. Ça relève du miracle de trouver une place en crèche. Et que dire également, souligne-t-il, sur les horaires qui ne sont pas forcément adaptés. Il espère qu'une solution d'urgence sera trouvée pour les familles touchées. Très difficile, nous disait, de faire garder des enfants. Elle a fait une demande pour septembre prochain et elle n'a toujours pas de réponse. Firmin nous dit qu'il n'a personne pour accueillir ses enfants depuis 1 an et ce sont des jumeaux. Alors déjà que c'est pas facile de faire accueillir un enfant unique, alors des jumeaux, a priori, c'est encore plus compliqué. Isa nous dit qu'elle a essayé de placer ses 2 enfants pour juin 2014 et rien, pas une place. Elle a décidé tout simplement de quitter son CDI pour elle-même trouver, se mettre assistante maternelle pour accueillir les enfants des autres parents. Voilà Mathieu, pas très facile d'être parent.
Merci Hélène pour tous ces exemples, témoignages très concrets. La ligne TER entre Sarreguemines et Bitche ne fonctionne plus depuis plus d'un an, depuis décembre 2011. En cause, le mauvais état des voies. À l'époque, c'était 250 passagers qui l'empruntaient quotidiennement. Passagers qui risquent bien de ne plus jamais revoir passer un train. Explication Claire Schaffner avec Benoît Bourg. Pour aller de Bitche à Sarreguemines en transport en commun, une seule solution, ce bus qui remplace le TER. Un service indispensable pour ses passagers. C'est quand même essentiel cette ligne. Pourquoi c'est essentiel? Pour aller en cours, pour les gens qui travaillent aussi. Ceux de la SNCF la prennent aussi pour aller travailler. Alors vous prenez souvent cette ligne de bus? Oui, tous les jours, pour aller à la fac à Sarreguemines. D'accord. Et sans cette ligne, comment vous feriez? Je sais pas. J'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, donc j'en ai aucune idée. Jusqu'en décembre 2011, ce service était assuré par un TER. Mais la voie, en trop mauvais état, a été abandonnée par les trains de voyageurs. Une situation qui agace la CGT, persuadée que si elle est adaptée aux besoins des usagers, la ligne a de l'avenir. Il y a un potentiel de 700 personnes qui habitent autour des gares prévues. Alors, un potentiel de 700 sur 700, en général, on en retient à peu près un tiers. Un tiers, ça fait 150 à 200 personnes qui, quotidiennement, pourraient prendre le train. Bus ou TER, pour cet élu, l'important, c'est de trouver une solution pour désenclaver le pays de Bitche. Comment est-ce que l'on permet effectivement un accès parfois à des voies ferrées qui sont à vitesse plus rapide? Comment est-ce que l'on crée du lien entre le pays Bitche vers Niederbronn mais aussi vers Sarreguemines, vers Metz? Ça, c'est des vraies questions de fond. Pour remettre la voie en état, Réseau Ferré de France évalue le coût des travaux à 40 millions d'euros. Un chiffre contesté et qui pourrait être revu à la baisse. Au programme des prochaines semaines, réunions publiques, tables rondes entre les élus et discussions autour des financements. Le débat est loin d'être terminé. Les odeurs ont-elles une couleur? C'est une grande question, s'il en est, à laquelle viennent de répondre des scientifiques lorrains, qui peut avoir son importance notamment pour les emballages alimentaires ou encore pour les produits de cosmétiques. C'est ce qu'on appelle alors de la communication sensorielle. Malika Boudiba, Olivier Bouillon. Voici les couleurs d'une odeur. Oui, mais laquelle? Ici, à l'ENSAIA, l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, des chercheurs sont arrivés à déterminer et à prouver scientifiquement le lien entre odeur et couleur. Les expériences se mènent dans des boxes d'analyse sensorielle. C'est une odeur assez sucrée, assez agréable, un peu fruitée, légèrement acidulée. Du coup, j'aurais tendance à vouloir choisir une couleur assez chaude, peut-être un orangé comme le D2. Donc, je vais cocher cette couleur-là pour cette odeur. Toutes les odeurs ont une couleur. C'est simplement un phénomène extrêmement naturel. C'est-à-dire que spontanément, on va avoir tendance à essayer de se représenter l'odeur. Le faire avec des mots, ça reste quelque chose de très compliqué. Donc passer par la couleur, c'est un moyen qui va être beaucoup plus basé sur l'émotionnel, sur le ressenti de la couleur et qui permet de communiquer efficacement tout ce que peut représenter comme charge sensorielle émotionnelle cette odeur. J'aimerais avoir par contre la carte des femmes de 18 ans. Avec Ben, qui est ingénieur modélisation, les odeurs deviennent visibles. Le procédé repose sur 2 bases de données. Une base de données sensorielle qui regroupe plus de 3000 personnes à l'échelle française, à l'échelle internationale. Cette base de données sensorielle est couplée à une base de données physico-chimiques qui comporte toutes les molécules olfactives qui composent toutes les odeurs que nous avons pu tester jusqu'ici. Nos 2 scientifiques peuvent par exemple, comme elles l'ont déjà fait, montrer qu'une série de couleurs sur un emballage ne correspond pas au produit. Nous avons testé les notes de tête, de cœur, de fond de ces parfums dans nos bases de données. Nous nous sommes rendus compte que les couleurs qui avaient été utilisées pour développer ces packaging étaient celles qui étaient complètement déconseillées par notre outil. Un brevet a été déposé il y a quelques mois et une entreprise de marketing sensoriel est en cours de création. Le projet est aussi de travailler à la polysensorialité, le goût, le toucher et même le son. Quant à cette odeur, il s'agit de la lavande. Direction les Vosges, maintenant c'est la pleine saison avec les vacances d'hiver et tout va bien, il y a de la neige, toutes les pistes sont ouvertes. Regardez dans la station du Grand Valtin, c'est l'une des plus petites du massif, si ce n'est la plus petite, à l'ambiance très familiale. Arnaud Salvini, Andrea Ballot. Voici la ligne TGV, le téléski du Grand Valtin. Un accès direct pour
2 pistes, une bleue et une verte, de quoi pouvoir se revendiquer la plus petite station de ski d'Europe, c'est du moins ce que prétend son propriétaire. Ah, moi je suis Christian Baradel, voilà, je suis le propriétaire exploitant de la station du Grand Valtin, qui est la seule station au monde qui est plus large que longue. Le Grand Valtin, c'est donc un peu l'anti-Courchevel, une station qui va de l'avant. Ici, nos bimbos, nos champagnes et nos 4x4, c'est famille, authenticité et découverte. Pour les jeunes, il n'y a pas besoin d'avoir un domaine skiable du type de ceux des Alpes. On débute vraiment dans le ski. Pour nous, c'est une petite station qui est impeccable pour ça. Donc c'est parfait. Alors vous en faites pas, j'ai jusqu'au 48. Une station quasi tout équipée donc, mais dans la simplicité. Et quand notre propriétaire vend 50 forfaits dans la journée, cela suffit à son bonheur. Et à 10 € seulement, c'est aussi le bonheur des skieurs, les débutants, comme les plus frénétiques. C'est une station pour ceux qui n'en ont rien à cirer, vous voyez, qui viennent ici pour passer un bon moment et puis en famille. Voilà. C'est pas le ski frime ici. Ah, pas du tout, non, c'est tout l'inverse. Et tous en bonne humeur. Et pour tout savoir sur l'enneigement, les pistes de ski du massif des Vosges, je vous disais, elles sont toutes ouvertes. La hauteur de neige, il y a un site internet qu'on va vous montrer tout de suite. Voilà, avec le lien sur notre site à nous, france3lorraine.fr. Un off de patinage artistique, tout de suite un résultat de sport avec un ancien champion de France, c'est Simon Occo. Il a décroché l'or au championnat junior de patinage artistique, c'était ce week-end à Épinal. Simon Occo qui participera prochainement, ce sera la fin du mois, au championnat du monde, cette fois ce sera à Varsovie. Et vous le revoyez là sur des images lors d'un entraînement. Nous sommes en plein mois de carnaval. Petit tour maintenant par celui de Hombourg-Haut. C'était hier dimanche avec sa cavalcade toujours autant prisée par les amateurs de costumes multicolores, de cotillons et autres fanfares. Claire Schaffner et Benoît Bourg étaient dans la foule. Et c'est parti. Chars et fanfares prennent le contrôle de Hombourg-Haut. Pluie de confettis, mais aussi des bonbons. De quoi réjouir les centaines de spectateurs. On est très contents de notre pêche miraculeuse. Vous êtes venus pour ça en fait, tout à fait, et puis le divertissement, tous les beaux costumes. Avec la petite, bon, elle attend un peu les bonbons et tout ça, et puis allez hop, elle fait un peu la fête comme ça. Et comme ça elle est heureuse et tout le monde est content quoi. C'est un bon moment? Oui, oui, super, bah, c'est génial quoi, la cavalcade est toujours bien quoi, Hombourg-Haut, et puis c'est super quoi. Il faut dire qu'en matière de cavalcade, Hombourg-Haut a de l'expérience. Cela fait plus d'1 siècle que le village l'organise. C'est une tradition qu'il faut maintenir, ça procure de la joie aux gens. Il y a plein de bonheur, vous voyez bien les gens comment ils réagissent autour de nous. C'est la joie. Pour certains, ce défilé est un rendez-vous à ne pas manquer. Celui-là, là, je loupe jamais. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Parce qu'il y a... c'est dans l'ordre. À 15h, ça départ et il n'y a pas de trou. C'est surtout ça. Justement, l'ordre, ce groupe de carnavaliers y tient. On est la Butch Colonne. C'est quoi? La Butch Colonne, c'est la colonne de nettoyage. On nettoie tout, nous. Et si vous avez raté cette occasion de sortir vos plus beaux costumes, il vous reste 1 mois pour profiter de la saison de carnaval. Voilà, immanquable. Hélène, je vous redonne la parole pour la revue quotidienne du web. Bien, un mot d'abord sur cette aventure, Mathieu, que nous allons suivre toute cette semaine. Ils sont partis, le voyage d'une 50aine de lycéens qui sont partis pour Auschwitz. Ils sont accompagnés par Jean-Christophe Dupuy-Raymond qui nous relatera cet itinéraire d'une mémoire meurtrie quotidiennement sur notre site Internet. Et puis Jojo, le retour, comme promis, 1 an après sa mort, le célèbre singe de la pépinière de Nancy revient au Muséum Aquarium de Nancy, empaillé cette fois. Il sera visible au public à partir de ce mercredi. Voilà Mathieu. Merci Hélène, voilà c'est la fin de ce journal. Restez connectés sur l'info grâce à notre site internet lorraine.france3.fr. Très belle journée à tous, encore merci pour votre attention, votre fidélité. Belle journée, à demain midi, portez-vous bien.